体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Salut à tous et bienvenue dans cette review du chapitre 44 de Dragon Ball Super, un chapitre que j'ai trouvé plutôt bon, mais surtout très encourageant pour la suite. J'ai beaucoup apprécié l'utilisation du personnage de Vegeta dans ce chapitre avec cette magnifique scène où notamment il sauve un Namek. On va revenir un petit peu sur tous ces éléments, je ne vais pas vous faire un résumé du chapitre, on va surtout s'intéresser à tous les éléments qu'on a pu apprendre autour de Moro et puis les petites clés qui nous sont laissées ici et là pour comprendre un petit peu quelle pourrait devenir l'intrigue de ce nouvel arc. Alors, dans un premier temps, bien entendu, on retrouvait Goku, Vegeta et la patrouille galactique qui tentaient de localiser Moro. On avait vu à la fin du chapitre 43 avec ce petit cliffhanger que Goku semblait être choqué lors de sa découverte. Par la mise en scène, on nous faisait comprendre que Moro semblait être capable de détecter les gens qui essayent de le détecter. Ça fait beaucoup de détecter dans ma phrase, enfin bref, vous avez compris le principe. Et Goku semblait être choqué avec l'image finale. On ne savait pas s'il était choqué par la puissance que dégageait Moro ou par cette capacité. Alors en début de chapitre, justement par la mise en scène avec ce Goku qui était un petit peu abasourdi, on nous fait comprendre que Moro est bel et bien capable de détecter les gens qui tentent de le localiser, et surtout par la suite, on nous explique que Moro ne dégage pas spécialement de puissance, son ki n'est pas impressionnant, par contre il dégage quelque chose de très malsain et qui semble beaucoup déranger Goku, c'est que dans son aura on ressent la souffrance de milliers d'êtres vivants comme s'il criait à l'agonie. Ce qui ne surprend pas vraiment Milus, puisqu'on nous fait un petit rappel sur les capacités de Moro, puisque c'est un dévoreur de monde, il est capable d'aspirer l'énergie vitale des êtres vivants, et donc c'est ce qui lui a permis finalement de vivre aussi longtemps, et c'est ce qui lui donne cette puissance, et c'est ce qu'il fait qu'il est dangereux. Donc un antagoniste qui finalement se démarque quand même pas mal de tous les ennemis qu'on a pu avoir dans Dragon Ball, et ça je trouve que déjà le parti pris de nous faire affronter un ennemi finalement un petit peu différent de tout ce qu'il y a pu avoir jusqu'ici est assez rafraîchissant et fait plaisir. Bon, par la suite on a toute une conversation entre les personnages et avec les prisonniers pour déterminer un petit peu la position de Moro. Alors Goku, le GPS de l'espace, se rappelle un petit peu qu'il était déjà allé dans cette direction et qu'il a des poteaux par là, notamment les Namek. De fil en aiguille, on comprend que Moro visiblement se déplace vers donc la planète Namek, la nouvelle planète Namek, qui était un secret justement pour les protéger, eux et leur Dragon Ball, qui ont un pouvoir assez intéressant, on doit la mettre, les Dragon Ball Namek sont quand même bien pétés. Bref, dans toute cette histoire, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est notamment l'utilisation de la prison galactique et de l'utilisation du background de Dragon Ball. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui nous conte le fait que un ancien membre de l'armée de Freezer qui se serait échappé s'est fait emprisonner par la patrouille galactique, et durant son séjour en prison, il contait de drôles d'histoires sur la planète Namek, sur ces êtres avec des boules étaient capables d'exaucer les vœux de n'importe qui, et n'importe quel vœu. Donc ces boules, on a compris que c'était les Dragon Balls, et donc du coup, cette rumeur s'est propagée au sein de la prison, puisque ce membre de l'armée de Freezer recherchait quelqu'un d'assez fort pour aller récupérer les Dragon Balls et exaucer l'un de ses vœux. Et donc cette rumeur a fait tellement de bruit et s'est tellement propagée au sein de cette prison que j'espère qu'on verra durant cet arc, qu'elle est remontée aux oreilles du plus puissant des détenus, à savoir Moro. Et donc par la suite, la mise en scène nous ramenait avec Moro, c'est l'occasion de le découvrir au présent, et pas non par des flashbacks, de voir un petit peu son point de vue. Alors déjà, la bête, il en impose, j'ai beaucoup aimé les plans, justement, pour nous le présenter dans ce petit vaisseau de la patrouille galactique, visiblement, certainement vaisseau qui leur a permis de s'échapper, où il y a un énorme plan où il est dans cette espèce de siège de pilote, et ça m'a fait penser vraiment beaucoup, justement au Roi Cold, quand il était avec Freezer, vous savez, et qu'ils allaient attaquer la Terre, et qu'il se faisait arrêter d'ailleurs par Mirai Trunks. J'ai beaucoup aimé ce plan, donc qui montre que, mine de rien, Moro
eh bien, a un sacré gabarit, il en impose, hein, c'est vraiment un mastodonte, et il n'est pas tout rabougri et chétif comme l'auraient pu laisser le penser les premiers visuels du personnage. Et donc, avec les échanges avec ce petit sbire de l'armée de Freezer, on peut comprendre qu'il se dirige bel et bien vers Namek, et qu'il a bel et bien l'intention de récupérer les Dragon Balls, pour exaucer un seul vœu, puisque ces Dragon Balls peuvent exaucer 3 vœux, et le sbire justement de l'armée de Freezer, lui, désire avoir un vœu pour pouvoir vivre paisiblement sur une planète où ni l'armée de Freezer, ni la patrouille galactique pourraient le retrouver. Vœu qui lui est accordé par Moro, mais on comprend qu'à mon avis, le sbire de Freezer, hein, sa vie va mal finir, je pense. Je pense qu'il va finir dans l'estomac de Moro, qui semble assez impatient et mort de faim. C'était aussi l'occasion d'apprendre d'autres éléments très intéressants. Première chose, il semble assez surpris, et peut-être même un petit poil agacé du fait, ou déçu plutôt, du fait que la vie se soit énormément répandue durant son absence. Ce qui montre déjà, eh bien, peut-être l'un de ses objectifs. Est-ce que encore c'est un personnage qui désire l'extinction de toute vie? Bon, avec Zamasu, c'était plutôt bien la même si c'était assez bateau, hein, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plusieurs mangas, sur le fait, voilà, l'extinction de toute vie, parce que, ces êtres vivants ne méritent pas de vivre. Zamasu, lui, c'était parce qu'il considérait que les êtres divins étaient supérieurs, et donc pour lui, les mortels étaient un affront à ces êtres divins, et il désirait les voir disparaître. Et pour Moro, on ne sait pas trop pourquoi il voudrait voir s'éteindre toute forme de vie. Pour l'instant, on sait que s'il a entreparti cet objectif-là, c'est certainement pour acquérir de plus en plus de puissance. Et puis aussi, on voit tout au long du chapitre que ça semble être une nécessité, un besoin pour lui d'absorber la vie, qu'il semble s'en nourrir. Donc le dévoreur de monde, c'est pas pour rien, ça semble être vraiment quelque chose dont il a besoin. Et à plusieurs reprises, on sent dans la mise en scène, j'ai beaucoup aimé ça, qu'il serait pas loin de bouffer le sbire s'il le pouvait, de l'absorber. Mais il ne le fait pas parce qu'il a besoin de lui. Mais une fois qu'il aura exaucé son vœu, il n'aura plus besoin de ses services, et on n'ose pas imaginer ce qui va lui arriver. Bref, cette mise en scène qui est aussi utilisée quand il va arriver sur la planète Namek, où Goku et Vegeta se sont rendus instantanément, et là on va revenir aussi sur certains éléments de mise en scène dans le chapitre qui étaient bien utilisés, donc Goku et Vegeta qui se rendent très vite sur la planète Namek quand ils ont compris les objectifs de Moro, et où Moro débarque bien entendu, et où encore une fois on nous met en avant ses capacités un petit peu télékinésiques qui lui permettent d'attraper comme ça un petit Namek qui s'était caché, un petit Namek qui s'appelle Eska, et il vient pour faire un petit peu son casse-dalle. Malheureusement pour Moro, eh bien il sera arrêté, non pas par Goku, hein, qui était en train de prendre les devants, mais à notre grande surprise, par Vegeta. Et là on a le droit à the scène du chapitre, Vegeta qui sauve un Namek. Et alors déjà c'est super bien mis en scène. J'ai beaucoup aimé, ça donne un côté très héroïque pour le coup au personnage, ce sauvetage, et surtout, tout ce que ça représente en fait, c'est vraiment très très bon. Encore une fois, on vient puiser dans le background de Dragon Ball, et Vegeta, on le sait, il a un lourd passé avec les Namek, il le dit d'ailleurs lui-même dans ce chapitre, ça nous rappelle finalement les heures les plus sombres de Vegeta, et c'est une manière, encore une fois, de faire un rappel sur le fait que oui, Vegeta a changé, un changement qui avait été amorcé durant l'arc justement Boo, où il avait eu un petit peu une sorte de reminiscence de ce côté maléfique, qu'il a complètement enterré déjà par son sacrifice face à Boo, mais aussi durant l'affrontement final face à Majin Buu pur, quand Goku affrontait justement ce Boo, Vegeta faisait vraiment son mea culpa. Et ça avait marqué beaucoup d'entre nous, moi le premier, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué et qui malheureusement n'a pas été pour le moment bien utilisé dans Dragon Ball Super. On a eu quelques rappels par moments sur le fait que Vegeta avait changé, oui, notamment durant l'arc Black Goku Zamasu, ou la relation qu'il pouvait avoir dans son fils. Je pense notamment aussi ce qu'on pouvait voir dans le manga, et pas spécialement que dans l'animé, parce que c'est vrai que dans l'animé, Vegeta était soit utilisé pour mettre en avant les ennemis, soit pour le tourner un petit peu en ridicule. Donc vraiment, faire ce rappel sur le fait qu'il a changé, que ce n'est plus un personnage qui compte sur sa fierté, ce genre de choses, c'est vraiment très intéressant, et surtout les propos qu'il va avoir sont très très forts. Première fois qu'on voit Vegeta parler comme ça, qui évoque le fait qu'il ne va pas laisser les Namek se faire massacrer devant ses yeux, ils ont déjà assez souffert à cause de lui, qu'il va les protéger et qu'ils ne sont en aucun cas ta nourriture. Waouh, c'était ultra badass, très fort de voir ce personnage avoir ses propos, et en plus c'était totalement logique par rapport à l'évolution du personnage. Déjà comme je le disais, son changement a été amorcé depuis bien longtemps, mais surtout je pense
que ce soit à cause du tournoi du pouvoir et du temps aussi qui a passé depuis ce tournoi et de la naissance de sa fille, Trunks, on sait, avait eu, mine de rien, un impact sur la vie de Vegeta. On s'en rappelle de cette scène très forte à la fin de l'arc Cell où Trunks se faisait tuer par Cell et où Vegeta pétait un câble. On sait que ses enfants, finalement, ont eu un impact sur sa vie. Alors, de voir que Bra, certainement, aura un énorme impact, je pense, sur la vie de ce Saiyajin, est très très fort. Et donc de voir Vegeta évoquer le fait qu'il va se battre pour protéger les autres et non pas par fierté ou par envie de se battre, parce que c'est vrai que bon, il y a quand même cet instinct Saiyajin qui les pousse à se battre et qui, voilà, parce qu'ils aiment ça, ils ont besoin de se battre, ils aiment repousser leurs limites. Les meilleurs moments dans Dragon Ball sont quand même ceux où finalement ils se battent, non pas pour eux-mêmes, mais pour protéger les autres, pour protéger la vie. C'est les moments les plus forts de Dragon Ball. Et donc, de voir Vegeta avec ces propos-là, c'était vraiment magique. Maintenant, est-ce que Vegeta va être respecté dans cet arc? Je l'espère, même si, ici, on se doute qu'il se bat et qu'il va certainement se faire battre par Moro pour mettre en avant eh bien, la puissance du personnage. Goku a de fortes chances aussi de perdre face à Moro. Et donc on va voir un petit peu ce que ça nous réserve, mais je les vois mal arriver à le battre, même si pour l'instant, Moro, eh bien, n'en impose pas beaucoup dans la manière de se battre. On voit que c'est pas un combattant, il passe son temps à fuir, il a surtout des pouvoirs télékinésiques, hein, il envoie une quantité d'objets assez phénoménale sur la tronche de Vegeta, mais il arrive quand même à tenir tête à un Super Saiyajin, ce qui n'est pas rien. N'importe quel mortel ne peut pas tenir tête à un Super Saiyajin, il arrive à le coller au sol, à le maîtriser. C'est bien que Vegeta est obligé de passer en Super Saiyajin God, une forme qui est beaucoup utilisée d'ailleurs dans le manga, et ça fait plaisir. On se rappelle que cette forme est souvent privilégiée par les Saiyans dans le manga parce qu'il est évoqué qu'elle consomme moins d'énergie que le Super Saiyajin Blue, et donc plus facile à maîtriser. Donc Vegeta en Super Saiyajin God, toujours le petit frisson, et donc le chapitre se clôt avec enfin Moro qui finalement enlève cette toge et nous montre finalement son corps, et comparé à ce qu'on pourrait s'imaginer de voir finalement un vieillard chétif et rabougri, quand même on voit quand même que ça reste un combattant, même s'il a des espèces d'atouts qui rappellent un petit peu ce côté sorcier sombre, vous savez, de la fantaisie finalement. Tu vois quand même qu'il a quand même une tenue faite pour se battre, donc à ne pas sous-estimer non plus. D'ailleurs, cette carrure finalement qu'il a me fait vraiment penser qu'il serait possible de le voir exaucer un vœu finalement pour récupérer sa jeunesse, qui ferait un rappel à l'arc Piccolo Daimao bien entendu, et qui finalement aussi en tant que combattant peut-être le remettrait plus en avant. Aussi autre chose, il a quand même bel et bien la dégaine d'un Akaishin ce Moro, hein, mine de rien. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment sa nature, mais il est quand même aussi conscient par ses propos qu'il y a plusieurs univers, hein. Rappelez-vous, à un moment il dit quand même, la vie s'est répandue dans 7 univers. Ce qui veut dire qu'il a quand même une connaissance des autres univers. D'ailleurs, vu l'âge qu'il a, il doit savoir pas mal de choses, ce qui pourrait être très intéressant. En tout cas, je trouve l'antagoniste pour l'instant de cet arc très intéressant, même ce côté un petit peu sorcier qui fait vraiment penser à tout le background Star Wars, hein, vous savez, avec les Jedi et surtout là les Sith pour le coup. On le sait, hein, Akira Toriyama lui-même est un grand fan du cinéma américain. Il y a beaucoup de rappels, je trouve, à ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et de voir justement des Saiyajins affronter ce genre de personnage dont ils n'ont pas vraiment l'habitude d'affronter. Hein. Le dernier qu'on aurait pu voir dans ce genre-là, moi, qui me vient en tête, c'est Babidi, finalement, et après, le Piccolo Daimao, qui est quand même une sorte aussi de sorcier un peu sombre, même s'il reste un combattant. Du coup, c'est assez intéressant de voir un personnage comme ça, et encore une fois, oui, là, le rappel sur Vegeta et l'évolution du personnage, j'espère vraiment que ça ne va pas être utilisé juste pour ce chapitre-là, et que c'est quelque chose qui va être bien mis en avant dans cet arc, et pourquoi pas, on peut toujours rêver, un Vegeta héros de cet arc finalement, puisque ça c'est l'un des points un petit peu négatifs pour moi de l'univers Dragon Ball. C'est vrai que à de rares occasions les personnages secondaires sont vraiment mis en avant, ça arrive par moments, mais c'est surtout Goku et sa famille qui sont vraiment les héros de cette aventure et qui sont mis en avant, même si voilà, certains personnages secondaires ont eu des moments de gloire, hein. Je pense notamment à Piccolo face à C17 ou même à Vegeta lui-même, hein, dans certains moments de l'histoire, ou à Mirai Trunks, ou à plein de personnages quand ils étaient introduits, mais c'est vrai qu'après, par la suite, par moment, Dragon Ball a du mal à utiliser ces personnages, mais surtout Dragon Ball Super. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant, le fait ici d'avoir limité d'ailleurs les héros de la Z-Team qui sont présents dans cet arc-là, de les utiliser à bon escient, et notamment de voir Vegeta respecter et briller à nouveau, et pas là juste pour se faire battre et nous faire rire. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un chapitre plein de promesses, et j'ai beaucoup apprécié ce chapitre.
Sur ce, j'espère déjà que cette vidéo vous a plu et j'ai vraiment hâte d'avoir vos hypothèses sur le futur de cet arc, notamment en ce qui concerne le vœu que pourrait exaucer Moro. À votre avis, est-ce que c'est un vœu où il va demander finalement la jeunesse éternelle, il va demander d'être immortel, il va peut-être demander d'être libéré peut-être de cette espèce de sceau qui pourrait sceller sa magie que lui a imposé le Dai Kaioshin. Autre chose aussi, que pensez-vous de cette fameuse libération, puisqu'il est évoqué par Moro qu'il a réussi à se libérer parce que à la fin finalement de sa vie, il a eu une sorte de once de magie qui est revenue inespérément, ce qui lui a permis de se libérer. Mais je trouvais que c'était un petit peu facile ce truc-là. Alors je sais que vous m'avez déjà évoqué cette hypothèse, qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que peut-être Milus pourrait être complice de Moro. Moi pour l'instant je reste assez sceptique parce que Milus donne tout du bon samaritain, mais tout comme Vegeta, hein, c'est grâce à lui finalement par cette mise en scène, où d'ailleurs au chapitre précédent on nous mettait vraiment en avant aussi son intelligence. Vegeta est beaucoup mis en avant d'ailleurs au début de cet arc. On nous montrait qu'il avait des doutes autour de Milus, donc pourquoi pas. C'est vrai que le fait que Moro soit libéré par lui-même, je trouve ça un petit peu facile, notamment par cette espèce de sceau qui lui a été imposé par le Dai Kaioshin, où on nous a dit que voilà, ses pouvoirs étaient scellés. Je trouve ça un petit peu facile, donc l'intervention peut-être extérieure d'un autre personnage, même au-delà de Milus, qui lui aurait permis de récupérer un petit peu d'énergie, un petit peu de pouvoir, et qui lui aurait permis donc du coup de se libérer, ça serait déjà peut-être plus intéressant. On verra par la suite. Après peut-être que voilà, ils ne le justifieront pas, mais j'espère que ce sera un petit peu plus complexe que juste ma magie m'est revenue par magie, et j'ai pu m'échapper. En tout cas, hâte, comme je disais, de voir ce que vous en pensez, et je ferai comme la dernière fois, une autre vidéo apparaîtra dans la semaine, où j'aurai sélectionné les meilleures hypothèses, celles qui me plaisent le plus, et où on pourra débattre autour d'elles. D'ici là, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, tchuss.